Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit et spammer le chat avec de l'emoji, Basti UI. Hello Basti, comment ça va? Waouh, Waouh, quelle salut, intro! Attends, je remets un peu de salut le son parce que sinon, chat. ça fait un peu Est-ce con. que je suis bien centré dans ma case ou pas? Je dois aller où Ouais, là? écoute, ça a l'air d'aller à peu Voilà. près. Donc il fait Salut des tout le petits coucou, trop monde. cool. Bah écoute, Coucou. merci beaucoup Basti de nous, voilà, de nous faire honneur de ta présence. On est très très content de t'accueillir du coup. Avec Et plaisir. c'est très très cool. Désolé parce que je sais que t'étais en stream juste avant et que du coup c'est un peu tendax de gérer les deux. Alors bah du coup, ce que je te propose rapidement peut-être, c'est déjà de, en quelques mots, te présenter. Ok, donc je suis Bastien, sur internet Basti UI. Je fais du coup du design d'interface depuis un peu plus de 10 ans. Ok. Voilà, je faisais ça, j'ai fait ça, je sais pas si on reviendra plus sur mon parcours, mais Si. en très rapide, je fais ça depuis quelques années. Et récemment, j'ai quitté ma vie de CDI, on va dire très classique, pour me lancer en freelance et aussi pour avoir plus de temps pour faire de la création de contenu et notamment m'occuper de mes chaînes YouTube, Twitch et tout ce qui tourne autour et essayer voilà de continuer à partager ma passion tout en essayant d'en vivre quoi. Donc c'est très cool ce qui m'arrive et du coup voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est la création de contenu autour de mon métier en continuant à faire mon métier parce que du coup c'est ça qui me passionne aussi à la base. Ok, d'accord. Alors toi, ton métier, c'est designer, plus particulièrement designer d'interface, donc tu es vraiment orienté UI à fond, UI UX, j'imagine. Est-ce que déjà tu peux rapidement peut-être revenir au commencement, on va dire, et sur ton parcours scolaire? Comment est-ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu as fait comme formation, etc. Voilà. Carrément. Bah, ça, c'est une question qu'on me pose souvent en plus lors des lives, parce que les gens sont assez curieux. Ouais. Surtout, c'est des jeunes qui me posent la question aujourd'hui, et du coup, tout mon parcours n'a, je pense, plus aucun sens aujourd'hui parce que ça a tellement évolué aussi bien au niveau des métiers et des écoles. Ouais. Mais du coup, pour que vous ayez l'info, moi, j'avais toujours été passionné par le graphisme en général depuis assez jeune, et après mon bac, j'avais en tête de faire quelque chose d'un petit peu du graphisme. J'avais fait même mes stages dans des boîtes de com qui faisaient des logos, des trucs comme ça. Et en fait, pour caricaturer un peu, mes parents étaient pas trop chauds. Ils disaient oui, quand même, c'est bien et tout, mais ça fait pas trop d'argent, ce genre de métier, c'est un peu risqué, etc. Donc ils étaient pas trop chauds pour que je me lance, on va dire, tête baissée dans ce genre de carrière. Ok. Et donc ils m'avaient un petit peu quand même laissé postuler dans des écoles gratuites où malheureusement, après le bac, il y a des tueurs qui ont fait des bacs spécifiques qui sont trop forts en dessin, en art, en création. Donc je n'avais aucune chance, je n'ai eu aucune chance. Je me suis roulé en boule sur mon lit quand j'ai reçu la lettre de refus, évidemment. Et ensuite, je me suis redirigé vers un DUT informatique parce que au final, je faisais quand même pas mal de créativité, mais sur l'ordi, quoi. Parce sur que l'ordi, moi, je faisais des petits sites, des trucs comme ça, tu vois. ce qu'il faut rappeler, quand tu dis du coup par exemple que tes parents étaient pas trop chauds, etc. pour que tu partes là-dedans, parce que je crois qu'on a à peu près le même âge, on doit avoir 2-3 ans d'écart, et j'imagine qu'à cette période-là, toute la partie design, etc., c'était pas encore le côté fun, voilà, c'était peut-être une époque aussi où il y avait, c'était pas autant installé, il y avait pas des Figma, il y avait pas des choses comme ça, il y avait pas tout ce petit monde pour pousser et marketer un peu tout ce côté web design, et donc peut-être qu'à cette époque-là, c'était plus compliqué aussi et plus abstrait, je dirais, non? Même à cette époque-là, je veux dire, les sites web, c'était très sommaire. Tu savais même pas qu'il y avait un designer qui bossait dessus. C'était un graphiste que t'appelais, on va dire, quelques heures, alors qu'à la base, il fait des affiches, il fait des bannières, trucs comme ça. C'était à l'époque, c'était encore un peu comme ça. Donc, c'était pas non plus le taf le plus stonks qu'on pouvait trouver, quoi. Okay. Et en plus, j'avais des bons résultats, on va dire, en maths et tout. Donc, c'était un peu en mode, oh, le gâchis, quel dommage de faire ça et tout. C'est un peu ça. Donc DUT informatique, c'était le compromis qui allait bien à tout le monde. Moi, j'étais content. Du coup, coder, j'aimais bien tous les trucs un petit peu comme ça. Tu découvres un peu en mode énigme, un peu mathématique, où tu crées des choses malgré tout. Donc, je me suis quand même bien épanoui dans un DUT informatique qui était quand même chiant parce que tu avais de la gestion, de la compta de merde et tout. Mais quand on faisait du code, j'aimais bien, tu vois. Et à la fin des 2 ans de DUT, j'étais toujours en mode non, mais moi, je veux faire du design, du multimédia. Enfin, c'était plutôt multimédia à l'époque. Le terme qui était plus utilisé. C'est-à-dire que tu faisais des vidéos pour internet, du montage, des animations flash, enfin tu vois l'ambiance un peu comme ça, tu vois. Et donc je voulais toujours aller dans ça après mon DUT informatique, et j'ai postulé dans pas mal d'écoles, notamment des écoles à Roubaix, je sais pas si elles s'appellent encore comme ça, mais c'est préco et tout ça, où ils avaient des formations, des licences à bac+3, etc. Mais aussi j'ai postulé à Gobelin, du coup l'école de l'image, la célèbre école Gobelin que tout le monde normalement connaît plus ou moins, notamment pour ses films d'animation. Une question que je me posais justement, c'est que toi, ton profil, et c'est ça que j'ai trouvé
trouvé vraiment cool là, quand j'ai découvert un peu cette Twitch game, YouTube game, etc. et que je t'ai découvert au travers de Twitch, c'est que tu as un profil un peu atypique dans le sens où tu es designer mais issu en fait d'une formation tech, et donc tu vas très souvent dénicher les dernières releases, essayer d'optimiser au maximum, on va dire, tout ce qui peut se faire, regarder les dernières features, et ça c'est un truc, j'ai l'impression qu'il y a un vrai plus pour toi en tout cas. Bah en vrai, hyper atypique, et à l'époque c'était les toutes premières classes, on va dire, de multimédia, donc création multimédia pour le web, tu vois. Je pense que les gens que tu reçois aujourd'hui de Gobelin, bah ça a beaucoup évolué aussi au niveau des cursus, hein. Littéralement, moi mon cursus il a pas existé longtemps, quoi. Et donc c'était CDNL, création développement numérique en ligne, où ils prenaient des graphistes un petit peu intéressés par la techno et des développeurs un petit peu sensibles au graphisme, au design, tu vois. Alors moi je faisais partie de cette deuxième catégorie. J'ai été pris, on va dire, sur CV, puis ensuite sur audition devant un jury et tout. J'avais fait un petit site avec ma tronche qui scrollait tout seul. Enfin, c'est horrible, hein, c'était horrible, mais ils se sont dit, ah, le gars, il a fait l'effort, il a dû faire un truc un peu. Voilà. Donc j'ai été pris, et c'était la meilleure chose de ma vie, en fait, parce que durant cette année, c'était une seule année, j'ai appris plein de choses, de plein d'intervenants incroyables, et notamment aussi de camarades de classe stimulants, quoi. Il y avait littéralement des tueurs dans ma classe, donc forcément c'était stimulant, et on avait plein de projets. J'ai appris toute la suite Adobe, on avait des intervenants. Au niveau du code, j'avais appris le PHP avec le mec qui développait le site Deezer à l'époque, enfin tu vois, ce genre de choses. Et à un moment, il y a eu une semaine et demie de développement Objective-C pour iOS 3. Ok, là ça a été on va dire, ça a été le moment le banger, quoi, le moment où il y a eu vraiment comment dire, c'est le virage en fait que t'as pris et qui t'a... fou. Là, ça m'a rendu fou. J'ai trop kiffé développer des petites applis, tu vois. Le truc applicatif, c'était trop cool. 3 semaines après, j'avais acheté un MacBook et un iPhone, tu vois, iPhone 3G là, et je faisais mes petites applis. Donc j'ai sorti des purs bangers, comme on dit à l'époque. J'ai sorti une application de roulement de tambour où tu pouvais ponctuer tes blagues. Et si tu tapes Bastien Jokebeat, je pense qu'il y a encore des traces sur les vieux sites de qui référençaient les applis. Du coup, tu as des archives de Apple Store. Ouais, c'est ça. C'est pas le vrai site, mais tu as des archives. Et du coup, tu pouvais faire un roulement de tambour et ponctuer tes blagues. Tu avais les petits bruits poète, le circus et tout. Et c'était vraiment, je faisais un truc, une interaction. Quand tu appuyais longtemps, ça faisait un roulement infini. Et quand tu relisais, ça faisait tout. Et donc, j'ai trouvé un stage à Bruxelles où ils cherchaient un intégrateur pour iPhone, en gros. Donc, c'est celui qui s'occupe des vues d'une application. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas à faire à la base du code, mais ils n'avaient pas de designer, donc je faisais les vues, donc je designais les vues que j'intégrais moi-même, en gros. Je me faisais des petites maquettes que j'intégrais moi-même. Et c'est de là où j'ai pris aussi passion, du coup, pour faire que des interfaces, en fait. Évidemment, bah, j'ai été recruté après en UI designer mobile dans plusieurs tafs, et c'est ainsi que j'ai fait aussi mes armes, tu vois. Plus par le taf que par les études. Tu comprends aussi pourquoi ça correspond plus du tout à un jeune qui me dit, t'as fait quoi comme étude? Bastille, je veux devenir UI designer. Je dis, bah, je peux toujours te raconter, mais aujourd'hui, mon chemin, je pense qu'il n'existe plus trop, quoi. Bien sûr. Et j'en suis arrivé, du coup, à mon premier CDI comme ça. Du coup, si on reprend un petit peu le fil de l'histoire, tu dis premier stage, c'est ça, c'est ce qui s'était passé, tu as commencé à coder, et ensuite, si on fait un petit peu un bond dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été tes expériences un petit peu phares jusqu'à ce que tu arrives à ta situation actuelle, on va dire? En gros, après, grosse boîte, grosse SS2I, ça se dit plus, quoi. ESN, on dit maintenant. Ouais, c'est ça, ESN, mais c'est la même chose. Voilà. Énorme boîte, Capgemini. En gros, sur l'île, ils cherchaient quelqu'un pour accompagner l'équipe ils avaient une grosse équipe de développement mobile iPhone, Android, et du coup, ils vendaient plein de projets e-commerce, La Redoute, Fnac à l'époque, à tous leurs clients historiques, en gros, de Capgemini. Mais il y avait personne pour faire un truc joli, quoi. Donc, soit tu te retrouvais avec des PSD de notre boîte de com et c'était impossible à développer après, ou soit ils embauchaient quelqu'un en interne. Et du coup, tu l'as dit tout à l'heure, mon profil un petit peu, je suis dev dans mon passé, et du coup, je connais les contraintes du dev, et du coup, je design en sachant ce qui va être faisable ou pas. Ça a extrêmement plu à Capgemini, et ça a extrêmement plu globalement à tous mes employeurs par la suite, parce que du coup, je faisais quelque chose de viable, et en plus en incluant les développeurs dans mon process. Et encore une fois, à l'époque, c'était assez rare. Pourquoi? Parce que typiquement, les designers étaient des graphistes qui s'en foutaient des développeurs, qui envoyaient leur PSD avec une texture de bois en 3D et qui s'en allaient. Et parler avec les développeurs, connaître leurs contraintes, même connaître du coup le langage de développement qu'il y a derrière, c'était hyper rare. Et donc c'est pour ça que mon profil a été apprécié. J'ai commencé à bosser pour Capgemini et sur des projets, et normalement je devais faire un peu d'intégration pour remplir mon temps libre, parce qu'ils savaient pas s'ils avaient besoin d'un designer temps plein. Et au final, 6 ans plus tard, on était 10 designers recrutés à la suite de moi. Donc comme quoi, c'était un bon pari. Et donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, je suis allé dans une ESN un peu plus petite qui s'appelle Atecna, pour le côté un peu plus humain, parce que Capgemini, en vrai, côté management horrible, c'est pas très agréable. En tout cas, quand t'es junior, c'est pas mal pour avoir des projets de ouf pour démarrer. Ça, je crache pas dessus. Par contre, quand tu grandis un peu dans les échelons, moi, c'était pas du tout le genre d'évolution managériale à laquelle j'aspirais. Atecna, c'était du coup ma dernière agence où j'ai eu du coup le rôle de lead UI designer, et pareil, je suis intervenu sur différents
différents projets pour des clients du e-commerce et de la région. Et tout ça pour dire que c'est grâce à ces personnes qu'on voit à l'écran, les dirigeants d'Atecna. Ah, c'est mes petites illustrations. Oh là là. C'est moi qui ai fait cette page. Qu'est-ce que je dis? Oui, grâce à eux deux là. C'est grâce à eux que j'ai commencé YouTube. En gros, je suis arrivé là-bas et tout le monde était en régie. Donc, c'est-à-dire que les designers, ils sont pas forcément tous en mode agence posés à leur bureau ensemble. Ils sont chez les clients. Tu vois, donc tu travailles pour la Redoute, tu vas t'installer dans les bureaux de la Redoute, etc., etc. Et donc, moi, j'arrivais en lead. Il fallait que je lead une équipe, tu vois. Sauf qu'on se voyait pas tout le temps. Donc, il fallait que je trouve des moyens un petit peu détournés, on va dire. Donc, on a organisé des choses le vendredi midi, on se voit, blablabla, ça, d'accord. Mais autour de la formation, et à l'époque, c'était la formation à l'outil Sketch, il fallait que je trouve une idée. J'ai dit à mon boss, bah vas-y, je vais faire une vidéo, tu vois, où je montre un petit peu des trucs et je l'enverrai. Et comme ça, les gens, ils pourront regarder quand ils veulent. C'est-à-dire que tu auras le côté asynchrone agréable et pas obligé de venir à un moment fixe avec un gars qui va te parler de façon ennuyeuse. Et avec un peu de montage, tu vois. Et j'ai toujours été assez fan de YouTube depuis longtemps. J'ai déjà des montages sur des chaînes, on va dire, de mes vidéos perso de mon téléphone, des conneries comme ça. Et là, je me suis retrouvé à faire ça et je commençais à faire de plus en plus de montage sur cette fameuse première vidéo, tu vois. Jusqu'à ce qu'il y ait des blagues et des trucs. J'étais en mode complètement YOLO, tu vois. Et je l'ai partagé. Je dis à mon boss, mais en fait, est-ce que tu m'autorises à la mettre sur Internet? Parce que petit 1, bah, du coup, ça nous ramènera des clients. Et petit 2, bah, ça pourra peut-être faire rayonner un peu ce qu'on fait, tu vois. Parce que les gens vont, voilà. Il m'a dit ouais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des vidéos. D'abord épaulé par l'agence Atecna, qui me laissait du temps sur mon temps de travail pour créer des vidéos sur des tutos techniques, on va dire, sur Sketch, mais avec ma patte un peu décalée. Ce qui nous a ramené peut-être, je sais pas, 5, 8, on va dire une dizaine de clients qui voulaient de la formation après, tu vois. Donc ça a marché pour Atecna. Puis ensuite, le ratio temps passé, argent rentré était plus assez élevé. Donc ils ont décidé de plus me laisser de temps sur ça. Et c'est là où j'ai commencé à le faire sur mon temps à moi. Et après, la suite de l'histoire, vous la connaissez sûrement si vous avez suivi mes différentes vidéos YouTube, mais je la fais rapidement. Je décide de passer au 4/5e avec Atecna pour avoir un jour de libre pour faire plus de contenu. Et vous l'avez vu, c'était le vendredi matin où j'ai commencé à faire des lives et tout ça. Puis ensuite, 3/5e. Puis ensuite, je quitte mon CDI et nous y voici, en gros. À aujourd'hui, si on doit distinguer du coup le côté design et création de contenu, c'est quoi à peu près la proportion en fait que tu donnes entre l'une et l'autre des activités, puisque tu continues en fait à être designer et tu as des clients freelance que tu peux streamer d'ailleurs en direct. C'est ce que tu as fait avec nous d'ailleurs avec Déclic, puisqu'on t'a sollicité pour pas mal de travaux en motion design et autres. Quelle est la proportion du coup que tu donnes entre les deux? Alors il y a une troisième chose que tu connais peut-être pas, qui est dans mon spectre actuel, c'est les formations aussi. En gros maintenant, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent? Comment j'organise, on va dire, mon entreprise entre guillemets? J'ai du coup la création de contenu, YouTube, Twitch, les autres réseaux sociaux, avec les revenus publicitaires, les revenus de dons, mais aussi les sponsors. Voilà, ça c'est une partie. Une autre partie, c'est faire des projets de freelance. Pareil, ça c'est payé plus ou moins cher en fonction du projet. C'est des trucs à plus ou moins long terme en fonction du projet. Et comme tu l'as dit, je choisis uniquement des projets que je peux diffuser sur Twitch ou mes réseaux sociaux parce que j'essaie de garder en tête que j'ai quitté mon CDI pour faire plus de contenu. Donc si je fais des projets, je veux les partager. Donc ça c'est un de mes principaux critères. Là j'ai un problème de riche, c'est que j'ai de la chance d'avoir assez de demandes pour pouvoir filtrer ainsi. Peut-être qu'un jour ce sera plus le cas, mais tant que je peux le faire, j'en profite. Tu vois, je goûte mon plaisir d'être en live sur des projets tant que je peux le faire. Et après la troisième, c'est la formation. C'est des gens comme pour Atecna à l'époque qui voient mes vidéos, qui voient mes lives et qui disent bon bah moi j'ai une équipe dans mon entreprise, on est 10 personnes, fais-nous une formation en off, tu viens dans nos bureaux pendant une semaine, blablabla. Et ça je fais du coup une facture de formation. Donc c'est mes 3 grands axes et je suis assez heureux de les avoir parce que c'est diversifié et ça permet par exemple quand la formation marche pas, bah il me reste YouTube. Quand YouTube ça marche pas, bah il me reste les projets de freelance, etc., etc. Donc ça c'est assez cool. Il y a quand même un truc qui est important, c'est que tu as ta vie perso à côté aussi. Donc j'imagine qu'il faut que ce soit cadré quoi. Alors déjà ouais, moi je bosse pas en dehors de 9h-18h. Je bosse pas sauf le lundi soir où je finis mon live vers 20h. Mais sinon je bosse jamais en dehors. Et le week-end 0 aussi. Après, ça c'est ce que je dis. Après évidemment quand tu fais du contenu, bah des fois le dimanche tu regardes tes stats ou tu modifies une petite miniature sur ta chaîne YouTube. Je connais. Je connais ça. Parce que la vidéo, personne clique dessus. Du coup, t'es là entre deux repas de famille. Tu regardes ton téléphone, tu dis oh merde, je vais changer la miniature. Là, je connais ça. Ça, c'est un métier prenant. C'est une question d'ailleurs que je pense qui est hyper importante et que je voulais te poser parce que pour la connaître moi-même, étant donné que je me lance moi aussi sur la création de contenu depuis ça fait un an environ, c'est pas trop compliqué en fait le fait de gérer sa vie perso en fait. Parce que la création de contenu en fait c'est tout le temps. Tu vois, c'est genre il faut vraiment, surtout le stream, faut être aux aguets, c'est du direct, etc. T'arrives à peu
peu près à cet équilibre-là? T'as pas eu des soucis en mode, tu vois, je sais pas, la personne avec qui tu vis, etc., elle te le reproche, tout ça? En vrai, si, c'est hyper important de faire attention. Après, je crois que je suis assez sage, tu vois, sur ça. Mhm. Pas le streamer qui s'arrête de streamer à pas d'heure à chaque fois, qui sait pas s'arrêter. Je respecte mes horaires, Ouais. aussi bien l'heure de début que l'heure de fin au final, tu vois. Là, tu parles beaucoup de Twitch. Twitch, en vrai, c'est un peu une drogue, t'as envie d'être tout le temps en live. Mais j'ai remarqué aussi que quand j'en faisais trop, c'était moins agréable. Et c'est Ouais. mieux de dire, ah, que ça fait longtemps et là, t'as plein d'énergie. Carrément. Donc ça déjà. Puis pour la vie perso-pro, déjà, c'est assez récent, moi, que je sois indépendant et full-time sur ce que je dois faire. Sache qu'avant, je le faisais en plus de mon travail, Ouais. la création de contenu. Bien sûr. Et les gens étaient assez étonnés de dire comment tu fais, nan. On va dire j'avais un bon niveau dans mon travail, parce que quand même je faisais ça depuis plus de 10 ans, tu vois, donc c'était correct. Si je bossais bien et que je prenais pas de pause, à 17h, j'arrivais à avoir fini mon travail, tu vois ce que je veux dire, sans faire genre, tu vois. Mais voilà, quand tu travailles bien dans une entreprise classique, tu sais normalement travailler efficacement. Bien sûr. Et à 17h, je faisais 1 heure de montage, par exemple, tu vois. Ouais. Ça, en termes de productivité, je pense que c'est une phase par laquelle on passe tous. Moi, j'ai tiré sur la corde pendant un moment, voilà, avant de me dire, allez, je me mets à temps plein, évidemment. Et ça, je pense que c'est un équilibre qu'on essaie de tout savoir, parce qu'en fait, c'est quand même un métier passion, je pense, la création de contenu, voilà, qui te prend vraiment aux tripes, mais c'est dur quand même d'arriver à... Déjà, ça s'est professionnalisé de plus en plus, je trouve, et c'était Jérôme de chez Naotech qui soulignait ça la dernière fois, c'est hyper intéressant. Il avait une analyse qui était très juste, je trouve, c'est-à-dire qu'il disait, on se rend pas compte, vous avez l'impression que la création de contenu, on est là en mode, on rit, etc., mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui typiquement lancent des chaînes YouTube et déjà lèvent des fonds, en fait, commencent déjà avec à essayer de partir avec de l'argent et des partenaires, et essayent de se professionnaliser très vite. Alors c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est obligatoire, dans le sens où il y a aussi des gens dans leur coin qui font des petits trucs très artisanaux et qui cartonnent plus que n'importe qui a de l'argent, mais aujourd'hui ça s'est énormément professionnalisé, et il y a cet enjeu comme ça de rentabilité derrière qui entre de plus en plus en jeu, j'ai l'impression, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah après, moi, je suis plus dans la catégorie artisanale, hein. J'ai fait une chaîne YouTube pendant 4-5 ans. Ça a commencé à marcher et je me suis posé des questions sur comment je pourrais faire ça de façon plus qualitative sans devoir le faire entre 17h et 18h. Ouais. On va prendre le problème comme ça. Après, on parle de YouTube, on parle de Twitch, mais c'est global. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait qu'une chose. Je me suis diversifié en plein de trucs. J'ai essayé de partager sur plein de réseaux, de partager de plein de façons. Et après, voilà, là, on voit la plus grosse vitrine, c'est YouTube aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'abonnés. Mais c'est pas ça qui me fait vivre, pas du tout. Ouais. Par contre, c'est une des facettes qui fait que je fais des vidéos YouTube. Du coup, tu penses à designer, tu penses à Bastille, tu lui achètes une formation qui va peut-être être payée, je dis n'importe quoi, 5K ou 10K, alors que ma chaîne YouTube, elle m'a ramené $500 ce trimestre, tu vois. Ouais, donc c'est indirect, quoi, en fait. Bah, c'est que du indirect, en fait. Ouais. Et c'est du indirect en mode, j'ai pas lancé une chaîne YouTube avec un partenaire pour gagner mes 3000 € par mois et me faire un salaire YouTube. C'est juste mon personnage, mon projet Bastille qui est un peu partout, tu vois, et qui me fait gagner des sous par plein d'endroits, qui me permet de vivre par plein d'endroits, qui me permet d'être heureux aussi par plein d'endroits, tu vois. On a une question dans le chat qui est intéressante de Margot. Alors, est-ce que tu as plusieurs sponsors? Comment ça se passe exactement? Oui, évidemment. J'ai une infinité de sponsors parce que c'est très ponctuel. Tu mettais la vidéo SNCF tout à l'heure en illustration. Elle a eu un sponsor, cette vidéo. Okay. Et la marque a payé pour une vidéo. Ils choisissent parmi les vidéos que je suis en train d'écrire. Ils s'associent à la vidéo. Ils nous payent dès qu'elle est publiée avec une validation préalable de la prise de parole qui est à l'intérieur. Ils font des fois des retours, etc., etc. Donc, il y a des sponsors sur les vidéos. Il y a des fois aussi des sponsors sur les lives ou peut-être pendant une semaine, je vais avoir un logo d'un sponsor dans le coin de mon live. Je vais vous en parler de temps en temps. Il y a des sponsors sur Instagram, Twitter, etc. Mais surtout, ce qui se vend beaucoup, ce qui se fait beaucoup, c'est des packages, en fait. Voilà, tu veux du coup travailler avec la marque Bastille, et bien du coup, tu vas avoir un tweet, une story Insta, un live Twitch et un placement dans une vidéo pour un package de X 1000 € par exemple. À chaque fois, c'est à l'unité, il n'y a pas de notion de genre tu es partenaire pour 2 mois ou ce genre de truc? Si, alors ça, c'était du coup les placements, on va dire. Et là, Logitech, par exemple, là, c'est un contrat qui allait du coup de septembre 2022 à décembre 2022, où je suis du coup, entre guillemets, powered by Logitech. Okay. Et où, dans le contrat, il y avait X prises de parole sur X sujets avec X produits. Et du coup, comme tu l'as vu, j'organise des choses autour des produits. Donc, je pourrais être juste en mode, aujourd'hui, je vais vous parler du clavier, machin. Et puis faire là, non, je dis, ok, je vais faire un concours et tout, ça va être plus sympa. Voilà. Après, chaque créateur fait les efforts qu'il veut pour placer ses produits, aussi bien pour que sa communauté, elle le subisse moins, elle prenne moins ça pour juste un truc qui est calé là. Ouais. Et aussi, il faut que le placement plaise aussi à la marque en face. Donc, c'est ça le travail de l'agent et du créateur. Okay. Et donc, moi, j'espère que on va dire, les sponsors que j'arrive à les intégrer correctement. Et surtout, j'essaye toujours de mettre des concours, des cadeaux, des choses autour de ça pour que ce soit aussi du positif pour la communauté. Sinon, ça ne m'intéresse pas trop de juste faire un encart. Je vous ai montré mon clavier. Au revoir. Sûr, ouais. Je trouve que, et je dis à la marque, en plus, si je fais ça, vous n'allez pas avoir de hype.
si je fais un concours, vous allez avoir une hype. À vous de voir. Tu vois. Donc voilà, c'est tout à chacun de travailler comme il veut. Je te parle de ça, de mon expérience très jeune, donc de ce que je connais assez récemment du milieu, et sachant que je suis à temps plein que depuis 4 mois, tu vois. Et aussi, tu dis, oui, il faut des partenaires de confiance pour vivre de la création de contenu, machin. C'est vrai, mais moi, si je mets que l'argent de YouTube, Twitch et des sponsors, je ne vis pas. Faut le dire aussi. Parce que là, on a l'impression que j'ai fait des trucs et que ça me permet de vivre. Ah non, pas du tout. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, moi, j'ai quitté mon CDI pour faire la création de contenu, pour avoir du temps libre pour faire la création de contenu, pas pour vivre de la création de contenu forcément, parce que je pense que je serais malheureux si j'avais que la création de contenu. Justement, d'avoir plein de trucs un peu différents autour de mon métier passion, c'est important. Si maintenant je te parle d'avenir, si je te parle de projection, quel serait ton plus grand rêve, toi, en tant que créateur de contenu et ou designer? C'est un peu difficile parce que à la fois j'ai envie de faire grandir tout ça, tu vois. Comment je m'imagine plus tard? Moi, je suis plus dans une démarche là de me dire, ok, j'espère être à l'aise financièrement pour continuer à faire ce que je fais, être la référence entre guillemets de la vulgarisation sur ce sujet, comme d'autres en histoire, en sciences, qu'on l'ont pu être sur YouTube. Ça, ce serait trop bien pour le kiff, tu vois. Mais plus que de faire plus de projets avec un local, 3 employés, machin, je ferais plus en mode travailler de façon efficace, qui me rapporte assez d'argent pour avoir du temps libre et juste faire tout en étant moins speed, tu vois. Peut-être que l'année prochaine, je te dirai plus ça, mais parce que là, j'ai quitté mon CDI, j'ai démarré début septembre et c'était nouveau pour moi le temps plein libre. Et je pense que j'ai accepté aussi trop de trucs à faire parce qu'il y avait plein de possibilités, parce qu'il y avait aussi la peur de pas faire rentrer assez de sous, parce qu'il y avait aussi l'envie de enfin faire plus de YouTube et de plus de Twitch. Donc c'était un mélange. Et je pense que là, j'ai juste envie de dire, ma semaine, j'ai fait mon petit Twitch, mon petit YouTube, ça m'a ramené autant d'argent, je dois pas stresser, je fais le petit projet freelance, c'est du bonus. Demain, je vais à Paris pour une petite formation et je vais passer voir des potes à Paris. Et après, c'est chill, tu vois. Alors que là, en ce moment, c'est genre, ok, tac, j'ai 1 heure, faut que je fasse ce projet-là, vite le live, c'est trop bien, il y a une news, faut que je fasse une vidéo dessus. Donc ça, c'est cool. Donc j'aimerais juste garder toujours l'idée de faire grandir, embaucher des monteurs, ça c'est cool, embaucher des gens, pourquoi pas, mais pas forcément rendre usine le fait de faire ce que je fais, tu vois. Donc plus améliorer ma qualité de vie autour plutôt que de faire du quantitatif. Mais à voir. Ce sera sûrement différent dans 5 mois, tu vois. Probablement. Écoute, en tout cas, merci, c'est très cool. Ça fait une présentation très complète. C'est assez intéressant, je trouve, de voir cette dualité un peu entre design et création de contenu. La partie des créations de contenu fait partie des sujets qu'on traite évidemment sur Déclic. Voilà, c'est bien d'avoir un témoignage comme le tien. Et en parlant de création de contenu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne afin de découvrir la suite de cette interview, durant laquelle on va parler de la place de l'intelligence artificielle dans le design. Je laisse un tout petit peu d'espace juste ici et vous pouvez cliquer pour découvrir une autre vidéo.